Salut à tous et à toutes, c'est Realtar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de type review. Et cette fois pas vraiment improvisée parce que j'ai préparé un petit peu à l'avance ce que je voulais dire donc dans cette vidéo. Alors cette petite review, comme vous l'avez lu dans le titre, je la fais sur Marvel Runaways. Donc Marvel Runaways, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une série produite par Hulu, une boîte de streaming qui sera, de ce que j'ai compris, bientôt rachetée par Disney. Et donc c'est une série Marvel, au même titre que Daredevil, Agent of Shield ou Agent Carter. Donc cette série, comparée aux autres, n'est ni chez ABC ni chez Netflix, mais chez Hulu. Et donc cette petite série, c'est un ovni pour moi parce que aucun des personnages qui sont traités dans cette série, je n'en connaissais aucun. C'est vraiment issu des comics les plus profonds entre guillemets, donc vraiment des comics que seuls les adorateurs connaissent. Et donc j'ai voulu parler de... Je veux faire une petite review sur cette série parce que c'était une petite découverte assez sympathique, mais il y avait quelques petits trucs qui me dérangeaient un peu et quelques petits questionnements, et du coup il fallait que je donne un peu mon avis sur cette série, aussi sur le fait que ce sont donc des personnages inconnus, et donc avoir un petit avis dessus, ça peut être pas mal venant de quelqu'un qui ne les connaît pas justement. Donc, Runaway, de quoi ça parle? Ça parle d'un petit groupe d'adolescents, donc 6 exactement, qui se retrouvent donc au début de la série séparés suite à la mort d'une d'entre elles. Donc au début ils étaient 7 et maintenant ils sont 6. Donc en fait Alex, un des 6, essaie de reformer le groupe, et donc il y arrive plus ou moins, et ils découvrent que donc leurs parents, qui sont eux aussi liés depuis très longtemps, parce que en fait si eux sont amis c'est parce que leurs parents font partie d'un même groupe, et donc ce groupe c'est le Cercle. De l'extérieur ils font croire que c'est un groupe caritatif qui récolte de l'argent pour une pseudo-église entre guillemets, donc une religion inventée, toute fraîche d'ailleurs parce que dans la série je crois que ça fait 2 ans qu'elle existe cette religion. Donc voilà, qui récolte des fonds, sauf que les adolescents découvrent que leurs parents sont en fait des tueurs, et donc tout le long de cette saison 1 ils vont essayer de démasquer leurs parents et ensuite d'avoir des preuves sur ce qu'ils affirment finalement, parce qu'ils ont vu qu'une petite scène et ils sont pas sûrs de ce que font leurs parents. Ça se trouve ils font du bien, ça se trouve ils font vraiment du mal. Mais du coup voilà, donc ça c'est l'intrigue principale de la série. Donc les personnages principaux maintenant. Comme je l'ai dit, il y a 6 adolescents. Donc il y a Alex, le premier, qui est un intello, entre guillemets, un geek intello, il fait des références à la culture geek et c'est lui qui s'y connaît en informatique. Ensuite nous avons Nico Minoru, qui a, entre guillemets, elle a un bâton magique. En fait c'est celui de sa mère, mais elle l'utilise à certains moments. Ensuite nous avons Carolina, qui est une fille, donc la fille de la femme qui dirige l'église, et qui a des pouvoirs... En fait on sait pas si c'est magique ou alien ou quoi que ce soit, on sait rien pour l'instant, mais elle a des pouvoirs qui font qu'elle s'illumine et qu'elle peut voler et faire des rayons et des choses comme ça. Ensuite nous avons Gert, qui est une fille du style un peu féminazie, mais pas trop non plus, qui a comme pouvoir d'avoir un raptor que ses parents ont génétiquement créé, et que elle écoute, donc cette raptor, donc parce que c'est une femelle, écoute à la lettre, donc Gert, donc c'est une sorte de pouvoir entre guillemets. Ensuite nous avons Molly, qui est la petite sœur adoptive de Gert, dont son pouvoir est d'être super forte. Et c'est tout. Et ensuite, le dernier des personnages, c'est Chase, qui est juste un ado super intelligent, mais pas dans le même domaine que Alex. Genre, Alex, c'est vraiment l'informatique, et Chase, lui, c'est vraiment la technologie, et comment dire... c'est un peu le même style que Tony... En gros, vous prenez Tony Stark, et vous le séparez en deux en fait. Vous prenez d'un côté son intelligence informatique et de l'autre son intelligence de main d'œuvre, son intelligence manuelle en fait. Et donc en gros vous avez Chase et Alex. Donc c'est un peu comme si on séparait Tony Stark en deux. Donc voilà, donc ça c'est les 6 personnages principaux. Donc ensuite il y a leurs parents et donc toute l'intrigue se base autour d'eux et de leurs parents. Donc au niveau de l'ambiance principale déjà, on se situe dans quelque chose d'un peu différent, voire très différent des autres séries Marvel, puisqu'on se situe dans un environnement d'adolescents, et d'adolescents riches. À part Gert et Molly, tous les autres sont issus d'un milieu très riche. Ça se passe à Los Angeles, donc voilà, Hollywood, tout ça. Et donc déjà au niveau de l'ambiance, c'est pas trop la même, parce qu'on se situe du coup avec des enfants, enfin enfants entre guillemets, c'est des ados, ils ont presque la majorité française, sinon ils le sont pas du tout en Amérique, mais voilà, vous m'avez compris. Enfin bref, donc on se situe dans un milieu très différent des autres séries, beaucoup moins sombre que les séries Netflix, et beaucoup moins, comment dire, impliqué dans le MCU que Agent of Shield. Et d'ailleurs, ça sera un point que je traiterai plus tard. Donc on va pouvoir commencer, maintenant que j'ai présenté un peu cette série, on va pouvoir commencer les quelques points que j'avais donc à citer là-dessus et donner mon avis. Donc du coup, pour éviter que je vous spoil
Donc là, je vais passer au point vraiment qui m'intéresse et qui me font poser des questions ou alors qui me plaisent pas du tout dans la série. Et donc du coup, ça risque de spoiler. Donc si vous voulez vraiment mon avis sans spoil, je mets le timecode juste à côté de moi et vous pourrez donc y aller directement et avoir mon avis qui normalement sera sans spoil. Je ferai attention à ce qu'il soit sans spoil. Donc du coup, premier point que je voulais traiter à propos de cette série, c'est l'intrigue. Alors l'intrigue que j'ai noté, donc là il y a mes petites notes. L'intrigue est très longue. Donc la série fait 10 épisodes et franchement en 10 épisodes, il se passe pas grandement grand chose. Je sais pas si ça se dit grandement grand chose, mais voilà, vous avez compris le principe. On est vraiment sur les enfants découvrent que leurs parents font des trucs pas nets. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Ils essaient de savoir si ils font vraiment quelque chose de mal. Ils essaient de trouver des preuves et ils se fight. Voilà, sur les 2 derniers épisodes, ils se fight. Il n'y a pas de grand changement à ce niveau-là. Il n'y a pas de grosses révélations parce que, en fait, je pense, ce qui fait que la série est un peu longue à ce niveau-là, c'est que nous, on le sait déjà dès le premier épisode qu'ils font quelque chose de mal. On le sait, même si au long de la série, ils nous donnent quelques petits doutes, notamment sur les motivations des parents. Genre, au début, on peut penser qu'ils le font intentionnellement, sauf qu'en fait, on découvre qu'ils le font un peu sous contrainte. Mais dès le début, on sait qu'ils font des choses mal, et ça, c'est pas démenti du tout, de tout le long de la série. Et je pense que c'est un petit truc qui rajoute de la longueur et qui fait que, du coup, comme nous, on sait déjà, il n'y a pas vraiment de suspense ou quoi que ce soit. Le suspense se fera vraiment sur les événements en eux-mêmes et pas sur le dénouement. Ce qui fait que ces 10 épisodes semblent un peu long, c'est un peu dommage, mais ça se regarde quand même facilement. Pour être honnête, j'ai regardé ça en 2 jours, même pas, parce que bon, 10 épisodes de 45 minutes, 50 minutes, ça se fait rapidement, hein, c'est du Game of Thrones, en 1 journée, 2 journées, c'est fait. Qu'on est vraiment à fond dedans et qu'on a le temps. Ensuite, second point, il y a quelques trucs qui sont un peu dérangeants et qui cassent le fil de l'histoire et son développement que je trouve, c'est les relations amoureuses entre les ados, entre le petit groupe d'ados. C'est quelque chose que je trouve qui dérange un petit peu parce que 10 épisodes, c'est court. Même si l'intrigue est long, 10 épisodes, c'est court. Surtout pour tous les changements d'émotions qu'il y a au niveau des amourettes et des choses comme ça dans la série. 10 épisodes, c'est beaucoup trop peu. Il y a des changements, mais de partout, ce qui fait que ça sonne complètement faux. Et de ce niveau-là, on n'arrive pas à avoir de l'attachement au niveau des relations des personnages. Au début, sur les 2 premiers épisodes, Alex est amoureux de Nico, puis Nico est amoureux de lui, puis sur les 2 épisodes d'après, finalement, ça a des doutes, et puis ça commence à redevenir normal. Puis finalement, il y a Carolina, on découvre qu'elle est amoureuse d'elle, genre comme ça, d'un coup. Qui est amoureuse de Nico, alors que Chase, lui, est amoureux de Carolina. En fait, il y a un putain de cercle amoureux là-dedans qui change beaucoup trop souvent, ce qui fait que ça rajoute un côté faux à cette relation. Ça, c'était un point que je voulais traiter. Ça peut sembler un peu con comme point à traiter, mais je trouve que ça rajoutait un peu de désaccrochage. Ça se dit pas, mais je m'en bats les couilles. Un peu de désaccrochage à la série. Et du coup voilà. Alors maintenant le point que je voudrais traiter, c'est par rapport au méchant de cette série. Donc le méchant, clairement c'est lui le méchant, c'est Jonah. On ne sait rien de lui, vraiment rien du tout. On sait que c'est un gars qui peut revivre en sacrifiant des gens et qui est en vie depuis plusieurs années, près d'un siècle si c'est pas plus même. Et on sait qu'il a des pouvoirs magiques qui sont comme ceux de Carolina, mais c'est pas étonnant parce qu'on sait que c'est son père. Donc voilà, ça c'est les seules choses qu'on sait sur Jonah. C'est un méchant parce que ça se voit. Il a les mêmes pouvoirs de Carolina parce que c'est son père, donc du coup Carolina a les mêmes pouvoirs que lui, c'est plutôt dans ce sens là, et ses pouvoirs lui permettent d'absorber la vie des gens qui sont sacrifiés pour le requinquer. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on sait sur Jonah, et c'est un point très dérangeant parce que la série se finit sur un putain de cliffhanger en fait. En fait, on se retrouve avec 10 épisodes où niveau intrigue, il n'y a rien eu, et niveau personnage, niveau méchant, il n'y a eu quasiment aucun développement. En même temps, ça crée de l'envie d'aller regarder la saison 2 quand elle sortira, mais de l'autre côté, ça empêche de s'y attacher, parce qu'on n'en sait vraiment rien sur lui. On sait qu'il s'appelle Jonah, qu'il est méchant, qu'il a des pouvoirs. Voilà, on connaît pas ses ambitions, on sait pas pourquoi il force les gens à être dans le cercle, on sait pas d'où il vient, on sait pas pourquoi il est là, on sait rien, et du coup voilà, donc c'est un autre petit point qu'il fallait traiter, c'était ce méchant, le méchant de l'histoire, parce que les parents c'est pas vraiment les méchants en fait, les parents sont forcés par Jonah à faire des choses dangereuses et malhonnêtes. Et du coup voilà, le grand méchant de l'histoire, on sait rien du tout sur lui, et c'est un peu dérangeant.
Alors maintenant, ça va être une suite de questionnements que j'ai à propos de cette série, des questionnements qui me sont arrivés donc après l'avoir terminé. Je vais essayer d'ouvrir un peu plus mes yeux parce que j'ai l'éclairage à côté, et je sens que je fronce mes sourcils, il faudrait pas. Donc des questions diverses. La question que je me pose, c'est le dinosaure, donc le raptor. Déjà, pourquoi il est là? On nous dit qu'il a été fait pour protéger Gert et Molly, mais on sait pas trop comment il a été amené là. On ne sait pas de quelle façon les parents de Gert et Molly l'ont fait, et on sait pas pourquoi il écoute Gert à la lettre. Il y a une petite supposition à un moment dans la série que c'est parce que il y a une bouche d'aération de la chambre de Gert qui donne directement dans la cage du raptor, et donc il l'entend tous les jours quand il est dans sa chambre, chanter, parler, tout ce que tu veux. Mais pour moi, ça me semble un peu bizarre qu'un dinosaure écoute quelqu'un juste parce qu'il l'a entendu depuis qu'il est né, surtout que c'est les parents qui l'ont élevé, donc pour moi ça serait pas logique. Donc je pense qu'il y a quelque chose avec ce dinosaure, et on n'en sait pas trop, juste qu'il est là, qu'il existe et qu'il écoute Gert. Ensuite, c'est la même chose pour les origines des pouvoirs de Molly. On a une supposition comme quoi ça serait des sortes de cailloux bizarres qui bougent, qui lui aurait peut-être donné ses pouvoirs quand elle était gamine, mais on n'a pas vraiment la confirmation, c'est que des suppositions. Du coup, là aussi, on cherche des questions. Comment ces cailloux ont réagi sur elle? Est-ce que ça peut donner des pouvoirs à d'autres personnes? Est-ce que c'était vraiment à cause de conditions spéciales? Là-dessus aussi, c'est le mystère. Au sujet de Jonah et Carolina, c'est la même chose, on sait pas d'où viennent leurs pouvoirs. Enfin, Carolina, on sait que ses pouvoirs, elle les a de Jonah, du coup, comme c'est son père. Mais Jonah, on sait pas d'où lui, il a ses pouvoirs. Est-ce que c'est un alien? Est-ce que c'est un inhumain? Est-ce que c'est un mutant? Est-ce que génétiquement modifié? Donc voilà, on sait pas du tout d'où ça vient. On ne connaît pas encore l'étendue des pouvoirs. Mais bon, ça c'est normal. Les pouvoirs, on va pas tous les découvrir directement, sinon ce serait pas drôle. Faut qu'il y ait un peu de développement de personnage à ce niveau-là. Mais du coup, voilà. Molly, Carolina et Jonah, on ne sait pas d'où viennent leurs pouvoirs. Et donc, il y a beaucoup d'intrigues là-dessus. Il y a beaucoup de questionnements plutôt là-dessus. Ensuite, est-ce que Alex... En fait, Alex, c'est pas vraiment des questionnements, c'est juste qu'il me fait un peu pitié en fait. C'est le gars, il est là, il est intello, et c'est tout. Il est intello, et c'est entre guillemets le chef d'équipe. C'est tout ce qu'il fait, il a aucun truc à lui, il a pas de chose qui fait qu'il est au-dessus des autres, parce qu'il est intelligent, mais c'est pas une super intelligence, c'est juste un gars, le gars qui a 19 de moyenne en maths et en physique, quoi, c'est tout. C'est un bon élève. De ce côté-là, il fait un peu pitié parce que... Il fait pas pitié, mais on a du mal à... En tout cas, moi, j'ai du mal à le voir comme quelqu'un du groupe, parce que vraiment ils ont tous quelque chose de spécial, même si Gert et Chase ont pas grand chose de spécial en eux-mêmes, ils ont quelque chose qui les aide à être spéciaux. Donc Gert c'est son Raptor et Chase c'est ses Fisty Guns. Sauf que vraiment Alex lui il a rien, il a sa bite, son couteau et son cerveau et c'est tout. Et du coup on a du mal un peu à l'intégrer au groupe. Et donc j'espère que dans la saison 2 il aura une plus grande importance dans ce groupe. Et ensuite dernier questionnement que je me posais, c'est par rapport au bâton de Nico. Dans la série il nous est présenté comme un outil technologique et que c'est pas du tout de la magie, c'est juste sa mère qui a réussi à créer un bâton qui puisse faire quelques trucs et qui ne s'active qu'en contact de son sang. Et donc celui de Nico du coup, comme c'est sa fille. Ça peut se tenir au début, sauf que le bâton c'est vraiment un génie en fait. Nico lui demande quelque chose, le bâton le fait. On n'a pas encore les limites, mais pour l'instant tout ce qu'elle lui a demandé, le bâton le fait. Ça m'étonnerait que ce soit de la simple technologie. Il y a la théorie que ce soit de la technologie de Jonah, sauf que d'un côté, moi, ça me ferait un peu... pas chier, mais... Je serais déçu, parce que depuis Doctor Strange, on a largement le droit de faire de la magie dans Marvel, dans le MCU. Alors, qui justifie la chose comme quoi ce serait de la technologie ultra avancée, d'un côté, ça me ferait chier. Parce que, bah voilà, on a largement le droit de faire de la magie depuis Doctor Strange. Donc... Ce que j'espère, c'est que soit finalement c'est vraiment de la magie et que, je sais pas, le bâton c'est un catalyseur d'une sorte de je sais pas, d'une pierre magique, pas une pierre de l'infinité bien sûr, mais d'une pierre magique et que il l'utilise, voilà, mais... Ou alors un mélange des deux, mais j'aimerais pas que ce soit de la vraie technologie ultra poussée. Ça perdrait carrément tout le charme qu'il y a de la magie dans le MCU. Ça serait un gros fist à Doctor Strange en fait, parce que ça me décevrait un peu, parce que Nico, c'est la seule que je connais de l'équipe, et je sais que c'est une magicienne de base. Donc j'espère que c'est pas de la technologie, et que c'est vraiment de la magie. Enfin, le gros point, enfin petit par son implication, enfin je sais pas trop comment dire, mais il est petit tout en étant un gros point. Enfin bref, vous allez comprendre.
c'est sa liaison, donc la liaison de la série avec le MCU. Il n'y a aucune liaison de fait, pourtant on nous dit partout que cette série est liée au MCU. Il n'y a aucun indice, aucun rappel aux Avengers, aucun flashback, aucune discussion par rapport aux Avengers ou même ne serait-ce qu'aux séries Netflix ou Agent of Shield. Non, il n'y a rien du tout. Ils auraient pu au moins faire une petite relation avec les agents du Shield parce que ça se passe à Los Angeles tout du long. Et Los Angeles, il y a quand même la réputation d'y avoir eu Quake, ainsi que Ghost Rider, qui était une légende urbaine, plus qu'urbaine à Los Angeles. Donc le fait qu'on n'en parle pas, pour moi, c'est bizarre. Et vraiment, il n'y a aucun lien de fait avec le MCU, aucune mention de Stark, aucune mention de quoi que ce soit. En plus, on nous sort des technologies, donc la société Wizard, qui est la société donc, de la mère de Nico, donc des parents de Nico, c'est la technologie présente partout, télé, téléphone, internet, ordinateur, il n'y a que ça dans toute la série. Ces choses-là, cette société Wizard, on en a entendu parler nulle part. Du coup, vraiment, on n'a pas l'impression du tout qu'on est dans le MCU. On sait qu'on est dans du Marvel parce que c'est écrit sur le titre et que c'est une adaptation d'un comics Marvel, mais le lien n'est pas fait du tout. Après, je suis conscient que même dans les comics, il y a des comics qui font pas de lien avec le reste, sauf qu'on est quand même dans le MCU, et le fait de ne pas faire de lien, c'était peut-être un test d'essayer d'attirer les gens à Marvel, du MCU, juste avec le titre, mais moi personnellement ça me dérange grandement, je saurais pas te dire vraiment pourquoi, si ce n'est que faut du lien, c'est du MCU, faut un minimum de lien, et là vraiment il y en a aucun, il y en a pas du tout. Donc maintenant on va pouvoir passer au bilan sur cette série. Vous aurez pu remarquer que j'en ai dit un peu de mal, mais pourtant c'est une série que j'ai très appréciée parce que je l'ai vraiment dévorée. Les quelques petites intrigues qu'il y avait dedans étaient assez intéressantes pour tenir tout du long des 10 épisodes. Cependant, on a vraiment l'impression à la fin de la saison que c'était un pilote en fait, que toute la saison était un gros pilote. On a des tonnes de questions qui sont lancées et on a quasiment aucune de ces questions dont on a la réponse à la fin. Cette première saison est vraiment un gros pilote pour la série et c'est dommage. D'un côté c'est cool parce qu'ils montrent qu'ils promettent beaucoup de choses, qui va se passer pas mal de choses intéressantes dans la saison 2, mais de l'autre côté du coup on a un sentiment d'inachevé et de vraiment les gars se sont dit on va faire une saison pour voir si ça marche et pour attirer les gens sur la deuxième, et on a trop cette impression là, vraiment à la fin de la série on a l'impression qu'on nous a jeté des tonnes de trucs à la gueule et qu'on aura quasiment jamais les réponses quoi. Si la série avait pas marché et qu'il n'y aurait pas eu de saison 2 de prévu, c'est confirmé hein, il y aura une saison 2, mais s'ils avaient fait un gros flop comme Inhumans, et je pense ça aurait été à cause de ça. On aurait eu plein de questions à la gueule et aucune réponse. Donc voilà, vraiment, donc sur mon avis sur cette série, c'est un gros pilote, plein de questions, plein d'intrigues dont aucune réponse quasiment ne sont apportées dans la série et dans la saison 1. Du coup, on a un peu de mal à rentrer dedans parce que les intrigues ne sont pas énormes, ou alors elles le sont, mais du coup comme on n'a pas les réponses, ça crée un sentiment de frustration qui donne envie de suivre la série tout en ne donnant pas vraiment envie de s'y accrocher. Enfin, il y a un effet un peu bizarre là-dessus, mais du coup, je regarderai quand même la suite, parce que déjà c'est le MCU, donc je m'y intéresse beaucoup, et je voulais rattraper un peu mon retard là-dessus. Mais voilà, donc ça reste quand même une série divertissante à regarder, mais faut pas attendre de grosses intrigues et de grosses révélations au fil de saison. Pas du tout. Et c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette série. Donc j'ai donné mon avis et mes questionnements sur cette série. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie ou non d'aller voir cette série. Personnellement je vous conseille quand même d'aller la voir, même si elle peut paraître un peu décevante. Comme je l'ai dit, elle reste appréciable à regarder. Et puis ça fait quand même un petit truc à rajouter à sa culture par rapport au MCU. Et franchement, si vous avez 2-3 après-midi de libre, 5-6 soirées de disponibles, vous savez pas quoi faire, regardez cette série. Franchement ça vaut le coup entre guillemets, dans le terme où vous ne perdrez pas votre temps. Il n'y aura pas de gros engouements dessus, mais vous perdrez pas votre temps et vous passerez un assez bon moment, même si les points que j'ai pu traiter dans cette vidéo sont pour moi un peu décevants, mais on peut facilement s'y détacher et il n'y a aucun souci.
Du coup, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera peut-être pour une autre review, peut-être sur Cloak and Dagger, qui va pas tarder à sortir en juin normalement. Ah, et donc d'ici là, il y aura Avengers Infinity War, et là, il y a de fortes chances aussi que je fasse une review dessus, parce que ce film, je l'attends comme un chien attend ses croquettes, je pense. Je viens de me rabaisser un chien. Donc voilà, c'est la fin de cette petite review. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter comme d'habitude, à aller voir les réseaux sociaux, Discord, Facebook et Twitter. Donc je vous retrouve la prochaine fois. A plus, c'était Riltar.